Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition dont voici les sommaires. La FIFA s'est engagée à appuyer la République démocratique du Congo dans l'organisation des tournois interscolaires. Les deux meilleures équipes masculines et féminines participeront au tournoi interscolaire africain en février 2022. En présence du président de la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsepe, et du directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, le secrétaire général de la Fédération internationale de football association, FIFA, Mme Fatma Samba Diouf Samoura, d'une part, et d'autre part, le ministre congolais de la Jeunesse et Sport, Amos Ombayo, ainsi que le président de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, pour le compte du gouvernement congolais, ont signé ce mercredi au Palais de la Nation la convention d'application du mémorandum d'entente de coopération sur la mise en place du partenariat pour le soutien au projet pilote du championnat de football scolaire. Il faut dire qu'au terme de cette convention, la FIFA s'est engagée à appuyer la République démocratique du Congo dans l'organisation de tournois interscolaires. Les deux meilleures équipes masculines et féminines participeront au tournoi interscolaire africain en février 2022. Suivons à présent le message des évêques de la Synco qui ont réagi au sujet de plusieurs questions de l'heure, dont l'insécurité qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sylvie Fortune Mboula. Arrêtez de tuer vos frères. Le sang de ton frère crie vers moi du sol. Genèse 4:10. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de notre pays est particulièrement secoué par des conflits armés et une insécurité récurrente y causant morts, désolation et déplacement des populations. Malheureusement, toutes nos interpellations à travers nos différents messages sociopolitiques ne trouvent pas encore d'écho conséquent de la part des personnes concernées. Les assaillants se servent de points faibles des forces armées régulières pour parvenir à leur but politique ou religieux, l'occupation de terres, l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'enrichissement sans cause, l'islamisation de la région au mépris de la liberté religieuse, etc. La population a le sentiment d'être abandonnée. Les promesses du gouvernement central quant au rétablissement rapide de la paix sont nombreuses, mais plusieurs sont souvent restées sans effet. Entre-temps, l'image négative du politique emballe l'inconscient collectif des populations. La MONUSCO est accusée de passivité et même de complicité par la population. Nous préconisons une refondation de la vision, des approches et des structures à divers niveaux, politiques, militaires, police, services de renseignement, humanitaires, partenaires du Congo. Il ne fait pas bon vivre entre le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa et son titulaire. Après sa sortie médiatique, Néron Bongo est visé par une motion de défiance. Au même moment, au niveau de l'Assemblée provinciale, le bureau est aussi menacé d'être démis. Suivez. Peuplée de plus de 13 millions d'habitants, la mégapole Kinshasa est à ce jour infestée de beaucoup de problèmes dont très peu ont été résolus. La voirie urbaine est détruite. L'obscurité bat son plein, favorisant hélas l'insécurité dans ses nombreux quartiers, et Kinshasa la Belle est ruinée sous les labels de Kinshasa la Poubelle.
Les autorités censées sauver Kinshasa, au lieu de mutualiser leurs énergies et génies, ça donne malheureusement à des querelles qui font mal dans une ville déjà réputée électrique. Néron Mbungu, vice-gouverneur de Kinshasa, a dans sa dernière sortie médiatique prédit l'échec de la vaste opération dénommée Kinbopeto, qui selon lui non sous-tendu par ni un programme, encore moins un budget. À son encontre, une motion de déchéance a été déposée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Visiblement, son sort est déjà scellé. Il y a peu, le président de l'organe délibérant, Godempoy, a été sauvé car ayant été à son tour sous le coup de projecteur dans une assemblée décidée à les déchoir pour incompétence, léthargie dans la production législative, enrichissement illicite, etc., etc. Les pasteurs qui a pu se sauver ne l'est pas encore totalement, car à présent, un autre épisode a commencé, celui de vouloir faire tomber tout le bureau de l'Assemblée provinciale de la capitale Kinshasa. Dans ces tableaux, une question arrive vite. Quand est-ce que ces élus s'emploient à réfléchir sur les réelles préoccupations des Kinois? Apparemment, très peu de temps pour cela. Ils semblent plutôt être attirés par ce qu'ils peuvent chacun gagner au détriment de cette ville appelée dans le temps Mpoto Moyindo, devenue à ce jour l'ombre d'elle-même. Et la population continue à vivre le calvaire à plusieurs niveaux. L'eau, l'électricité, la route, l'hôpital, bref, la paix sociale est fortement perturbée. Et puis l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo et le représentant de l'agence japonaise de coopération internationale ont procédé ce jeudi 8 avril à la remise d'un important lot de matériel pour la maintenance de voiries dans la capitale congolaise, à l'Office de voirie et drainage OVD et à l'Office de route dans le cadre du projet d'aménagement de matériel pour la maintenance de voiries. Patrick Borel Mukendi et Duzen Belebele. Cette donation de l'agence japonaise de coopération internationale, JICA, est composée de 89 matériels d'entretien de routes revêtus, dont 77 pour la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage et 12 pour la direction provinciale de l'Office des routes. À en croire le représentant de la JICA, M. Kazunao Shibata, ces engins devront ainsi permettre à ces deux sociétés de relever les défis de la maintenance de la voirie dans la ville de Kinshasa. Pour permettre à ces deux institutions d'accomplir pleinement leur mission et ainsi faciliter la mobilité des personnes ainsi que les biens à travers la ville de Kinshasa et booster les activités économiques. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon en RD Congo a souligné que la route, c'est l'avenir, d'où l'appui de son pays à l'RD Congo dans le développement et la maintenance des infrastructures. Les équipements avec lesquels vous allez maintenir, vous allez arranger des routes, c'est la route pour l'avenir, c'est la route du développement, c'est l'avenir de l'espoir. Au nom du gouvernement congolais, le VPM et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Willingo Post, a pour sa part remercié le gouvernement japonais. Il a par ailleurs invité le bénéficiaire à faire bon usage du matériel reçu de la JICA. Ces dons est la résultante de l'accord de dons pour un montant en dollars américains de 9 530 326,43 signé en date du 7 août 2018. C'est donc ici le lieu d'exprimer, très solennellement, à l'endroit du gouvernement du Japon, la reconnaissance du gouvernement de la République démocratique du Congo pour ce nouvel élan d'appui apporté dans le cadre de l'aide non remboursable de la coopération japonaise à la reconstruction de la RDC, en particulier dans le secteur des infrastructures routières. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a par la suite conduit un des engins avant de visiter l'ensemble des matériels offerts par la JICA en compagnie des équipes de l'OVD et l'Office des routes ainsi que celle du Japon. Tout est bien qui finit bien. Tout à fait autre chose, quel est l'impact du couvre-feu sur le plan économique dans la ville de Kinshasa? Les tenanciers des bars et restaurants ont réagi par rapport à cette problématique. Patricia Ndongo, Africa Mujinga. C'est depuis le 18 décembre dernier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait décrété le couvre-feu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à cause de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. À Kinshasa, cette situation a perturbé la quiétude de beaucoup de commerces, tel le cas des débits de boissons, bars, restaurants qui ne fonctionnent pas comme il se doit,
d'où la baisse des chiffres d'affaires. Mais sur le plan finance, de la manière dont l'entreprise doit fonctionner normalement, ça paralyse un peu la finance. Donc, de notre côté, oui, c'est reposer un peu à la maison, mais l'entreprise, de la manière dont elle doit fonctionner normalement, il y a un manque à gagner. Que faire alors pour remédier à cette situation? Et les autorités essaient un peu de voir comment essayer un peu de lever cette mesure pour que les autres essaient un peu de se retrouver. Donc la nuit, il y a d'autres qui travaillent. Maintenant, il y a d'autres qui sont au lit, c'est la journée. Il y a certains qui sont au lit, il y a d'autres qui travaillent la nuit. Alors quand le couvre-feu commence trop vite comme ça, donc ça paralyse un peu trop d'activités. Et nous qui sommes des barmen, qui travaillons dans des restaurants, dans des hôtels, ça essaie un peu de nous paralyser. Il faut rappeler tout de même que la Covid-19 a influencé négativement l'économie, non seulement de la RDC, mais aussi du monde. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la santé, les doyens de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa a interpellé les autorités compétentes car avec la Covid-19, les inégalités entre les populations se sont élargies. Popol Ziakwao. À travers la Journée mondiale de la santé, le professeur Roger Mbungu Mwimba, doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, interpelle l'État quant à l'accès de la population aux soins de santé. On se rend compte qu'avec la Covid, les inégalités entre les populations se sont encore élargies. Et donc, il faudrait que les autorités, il faut que leurs responsables politiques, administratifs, à tous les niveaux, puissent prendre des mesures pour que ces inégalités se réduisent et que tout le peuple, quel que soit leur niveau, ait accès aux soins de santé et accès à toutes les bonnes conditions de santé, à toutes les bonnes conditions qui leur permettent de mieux vivre et d'avoir une santé solide. En outre, le professeur Roger Mbungu sensibilise la population quant à la prévention et la lutte contre la Covid-19. Nous ne devons pas être négligents parce que ce n'est pas une affaire d'une personne, ce n'est pas ton affaire personnelle, mais c'est une affaire de groupe, c'est une affaire de tout le monde. Donc je peux ramasser ma maladie quelque part, être contaminé quelque part par ma négligence et je risque de contaminer les autres en commençant par les membres de famille, les amis, les collègues de service et partout où je passe. Donc la négligence que j'ai fait dans ma vie peut coûter cher à tout le monde et peut-être à mes frères. Et donc nous devons prendre des précautions contre ça. Nous voulons sensibiliser la population d'abord pour prendre conscience sur l'existence de la maladie Covid qui est là et qui menace le monde. Contrairement aux autres maladies qui sont passées, qui ne menaçaient que la santé directe des personnes, l'organisme, mais la Covid menace tous les secteurs de la vie, financier, économique, social, tout est paralysé. Et donc nous devons être conscients de ça et prendre des mesures qui nous permettent d'arrêter la propagation de la maladie, si pas de la supprimer. À bon entendeur, salut. Direction la province de l'Équateur où plus de 120 femmes leaders des confessions religieuses ont été sensibilisées sur les maladies de main sale. Cette sensibilisation faite par l'ICOFEM a eu lieu au centre Bakanja de Mbandaka. José Maza Osukuma. Encore très active dans la ville de Mbandaka, l'Union congolaise des femmes de médias, ICOFEM, conduite par Madame Gisèle Wengela, a réuni plus de 120 femmes de différentes confessions religieuses de la ville de Mbandaka autour de la sensibilisation sur les maladies de main sale. Il s'agit des femmes pasteurs, femmes diaconesses, bref, les femmes leaders des églises de Mbandaka. Selon Gisèle Wengela de l'ICOFEM, son institution dans la province de l'Équateur voudrait donner des connaissances nettes sur les maladies de main sale telles que la fièvre typhoïde, le choléra, fièvre jaune, diarrhée, pour ne citer que ça, et enfin, qu'elle puisse sensibiliser les masses de fidèles dans leurs églises respectives sur ces maladies. Notons que les maladies de main sale sont très fréquentes dans la province de l'Équateur en général et la ville de Mbandaka en particulier à cause des pluies abondantes qui sont présentes pendant toute l'année. Aujourd'hui, nous sommes attelés vraiment sur l'importance de la vaccination. Vous savez que beaucoup de la
la plupart de la population de la ville de Mbandaka reçoivent mal l'information des vaccinations. Quand on a eu les vaccins d'Ebola, quand on nous propose les vaccins de Covid, vous voyez que les gens sont un peu tourmentés. Sur ce, nous avions invité une dame docteur experte en matière pour sensibiliser cette catégorie de la population sur l'importance de la vaccination dans la ville de Mbandaka. Au Kasaï central, plus ou moins 200 enseignants de l'université pédagogique de Kananga et ceux des autres institutions universitaires ont participé à un séminaire pédagogique sur la planification de cours, comme nous apprend Soleil Tomba Moufika. Le redressement de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire passe par les contenus de cours que les enseignants dispensent aux apprenants. Pour répondre à cette exigence académique, l'université pédagogique de Kananga, à travers son comité de gestion, se lance dans le recyclage de son personnel pour cette fin. C'est le sens de ces séminaires pédagogiques universitaires organisés ce jour à leur intention, dont les objectifs sont ici donnés par le secrétaire général académique, professeur Philippe Kankoutou Benzele. C'est que tous les enseignants sont outillés pour être capables de mieux planifier un enseignement en présentant tous les éléments constitutifs. Ils se mettent effectivement au travail. Et trois, c'est qu'il n'y ait plus désormais d'excuses en cette matière au sein de notre université. La planification des enseignements doivent être faite selon les PADEM, comme l'a dit le professeur émérite Honoré Moukadilouaba. L'élaboration d'un contenu de cours est une tâche indispensable, recommandée par la Commission permanente des études, qui est un organe spécialisé du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. PADEM signifie Pacte de modernisation de l'enseignement supérieur et universitaire, issu de la réforme de 2003. Motif de satisfaction pour le recteur de cet alma mater, professeur Nyoka Moza, salue l'engagement de tous à la réussite de ce séminaire, s'inscrivant ainsi dans la philosophie du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de tout. Votre participation à ce séminaire mérite d'être considérée comme votre réponse à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant le bon fonctionnement des institutions. Il s'agit ici bon fonctionnement de l'institution gouvernement de la République par l'application des différents textes. C'est la remise de brevet aux participants qui a sanctionné la fin de ce séminaire qui a connu la participation des enseignants, non seulement de l'UPECAN, mais aussi d'autres institutions d'enseignement universitaire de la province. La province de l'Équateur n'a pas du tout détourné la paye des enseignants. Telle est la déclaration du cordon de Caritas qui a réagi contre ce qu'il qualifie de déclarations mensongères de la part du porte-parole de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Encore une fois, retrouvons José Maza Osukuma. L'incident provoqué par l'incendie du convoi de Caritas chargé de la paye des enseignants de Lukolela et Yumbi connaît plusieurs interprétations. Dans un point de presse tenu par le porte-parole de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Caritas de l'Église catholique était traité de détourneur de ses fonds et que cet incident n'avait pas eu lieu, mais le prétexte était avancé pour tout simplement distraire. Réagissant à ces graves accusations gratuites et non fondées, le coordonnateur provincial de Caritas provenant de l'Équateur, M. l'abbé Louis Iyeli, s'est dit très surpris d'entendre le porte-parole de la toute première institution de la province de l'Équateur tenir de tels propos. S'il soutient que sa déclaration est vraie, qu'il apporte de preuves tangibles. Il demande enfin aux victimes de cet incident de garder le sang-froid car Caritas est en train d'amorcer des démarches pour trouver solution à ces drames. Mais c'est l'abbé Louis Iyeli. Le détournement des fonds par la Caritas de développement Mbandaka pour les autres, le sit-in des enseignants et étudiants détenteurs des procurations le 2 mars dernier, qui s'est soldé par la tentative d'incendier les locaux de la Caritas en brûlant les pneus, la prise de position des enseignants des écoles de la ville de Mbandaka payés à la Caritas, le point de presse du rapporteur de l'Assemblée provinciale
notre prise en otage à Yumbi, telles sont des questions d'actualité en rapport avec la paix des enseignants et des fonctionnaires de Yumbi qui suscitent des commentaires dans tous les sens. Place maintenant à notre rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibiabia a tendu son micro à Bijou Ndjoji, directeur des informations à la RTVS 1. Suivant. Au moment où je vous parle, ça brûle à l'est, précisément à Goma, où il y a des jeunes Congolais, dans leur logique de vouloir que la MONUSCO soit boutée dehors, marchaient paisiblement, de manière pacifique, et en revanche, il y a eu des crépitements de balles. Donc nos FARDC ont réagi en tirant des balles réelles. Et il y a même des photos où on voit certains jeunes Congolais blessés. Jusque-là, on ne compte pas des morts. Tout simplement parce que le peuple ne veut plus de la MONUSCO, parce que le peuple trouve que la MONUSCO serait complice en ce qui concerne l'insécurité qui est entretenue à l'est de la République démocratique du Congo. Madame, lorsqu'on dit on ne festoie pas lorsque ça brûle chez le voisin, à combien plus forte raison lorsque maintenant ça brûle dans votre propre case? Le problème du Congo, nous devons nous attaquer, comme disait Aristote, aux causes premières qui sont les commanditaires. Il ne faut pas s'attaquer aux complices. Les complices ne sont rien. Si on s'attaque aux causes premières qui sont les commanditaires et les auteurs intellectuels qui sont les puissances internationales via les pays étrangers voisins qui nous agressent, parce qu'eux aussi profitent de nos minéraux lorsqu'il y a cette exploitation illicite de nos minéraux. On va prendre maintenant notre page sportive. Bien qu'éliminée de la 5e journée de la phase finale de la Ligue des champions africains de football, l'association sportive avec club de la République démocratique du Congo veut boucler cette compétition avec une victoire ce vendredi 9 avril au stade de Martyrs devant le club soudanais El Merir en match retour de la 6e journée. Patrick Borel-Mukenzi. On est rentré en phase de poule, on voulait sortir de la phase de poule. On n'a pas réussi. Et quand on regarde bien, cette équipe de Simba, elle nous a dominés. Il faut savoir accepter. Il faut savoir accepter. Il ne faut pas se dire machin. Ils ont été plus forts que nous. Comme on avait décidé de rentrer dans la phase de poule, on a décidé d'être champion. On a raté de passer la phase de poule. On est tombé sur meilleur que nous. Voilà. Là maintenant, je pense qu'il n'y a pas meilleur que nous dans le championnat. Donc il faut qu'on le montre. Après sa chute libre et une élimination précoce à la dernière journée de la phase des groupes de l'arène des compétitions, l'association sportive et club de retour au pays a directement entamé avec les séances d'entraînement au stade des Martyrs de la Pentecôte dans la mission de gagner tous ces matchs et remporter cette édition de la Ligue des Nations de football, la voie royale pour rentrer en Ligue des Champions l'édition prochaine. Pour Jean-Florent Ibenge Ikwangé, la page C1 est tournée. Il faut s'engager à la 2-1. Non, la saison, on n'a pas réussi à passer la phase de groupe. Il reste un match, hein. Il faut toujours respecter tout le calendrier, un match qu'on va jouer sérieusement. En plus, quand vous perdez, c'est difficile de récupérer, mais on a parlé avec les joueurs. Et maintenant, voilà, on repart vers ce qu'on a dit au début de saison, c'est être champion de notre Lina Foot. Présentement, les Dauphins Noirs de Vita Club sont deuxième au classement partiel avec des matchs en retard derrière le tout-puissant Mazembe de l'Air des Congo, l'autre club éliminé en Ligue des Champions. Et puis, football version féminine, les championnats du football féminin du Katanga se poursuit dans la ville de Kolwezi depuis quelques jours. Faisons le point dans ce reportage. C'était une première apparition pour Mazembe au championnat de football féminin du Katanga. Et les Corbeaux ont peut-être fait le plus dur, s'imposer devant le tenant du titre 2-1
est une option très sérieuse pour la première place de ce championnat. Et c'est une Esther Ndikisha très à droite qui permet aux filles de Jeff Kapondo de l'emporter. Auteur d'un doublé, c'est à la 20e minute que le festival commence pour l'attaquante formée à Lubumbashi. Au départ de l'action, Monique Ipoi résiste bien à la faute de la latérale gauche de OCL City avant de centrer. Esther Ndikisha se couche avant de mettre le plat du pied. 1-0, on joue 20 minutes. La réaction des Bleus et Blancs de OCL City est immédiate, aidée par le mauvais dégagement de la tête de Nzumba. Kaba s'invite sur le ballon. Le geste est juste et la frappe au premier poteau imparable. Un but partout, score à la pause. Elle était bien dans son match pour sa première titularisation de l'année. Esther Ndikisha va signer son doublé à 20 minutes du terme. Sur une belle phase de jeu de contre-attaque, Ndikisha sera une fois encore à la conclusion, cette fois du gauche. On a mérité ça parce que les joueurs se sont donnés. OCL City, c'est une grande équipe. C'est un adversaire plutôt de taille. Nous attendons, il nous reste encore, je crois, 6 matchs à jouer. Alors, je ne peux pas déclarer directement. Je me réserve d'abord parce qu'il faut que je puisse me battre pour les autres équipes qui nous restent, les autres matchs. Elle aurait fait tripler Ndikisha si ce but ne lui aurait pas été refusé. Mais au ralenti, il est plutôt clair que Ndikisha était légèrement en avance sur la défense de OCL City. Prenons à présent l'actualité en dehors de nos frontières avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. L'ex-président Laurent Gbagbo et son ancien bras droit Charles Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent, a fait savoir ce mercredi le président Alassane Ouattara suite à leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la CPI. Le président Ouattara a ajouté que des dispositions seront prises pour que M. Gbagbo puisse bénéficier des avantages et indemnités dus aux anciens présidents. Des hommes armés ont attaqué un poste de police dans le sud-est du Nigeria peu après une invasion massive imputée à un groupe séparatiste dans la même région. Le porte-parole de la police locale a précisé que le poste de police d'Imbano dans l'état d'Imo a été incendié mardi après avoir été pris d'assaut. 27 ans jour pour jour après le début du génocide, le président rwandais Paul Kagame a estimé que le rapport du Clerc sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994 est un important pas en avant et qu'il pointe des responsabilités lourdes et accablantes de la France. De son côté, Paris ouvre au grand public d'importantes archives sur le sujet. Les autorités libyennes ont annoncé la création d'une commission de réconciliation nationale chargée de rétablir la paix. L'envoyé spécial de l'ONU en Libye s'est félicité de l'annonce de la création de cette commission. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de fréquenter vos kiosques. Sylvie Fortuné Mboula l'a fait pour vos revues de presse. Tuerie dans l'est de la République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale du Congo s'est dit prête à partager les informations recueillies sur le terrain. Actualité.cd note que la Senco a apporté ce jeudi son appui à la commission spéciale mise sur pied par l'Assemblée nationale sur le tuerie dans l'est de la RDC. En plus des informations remontées par les sources ecclésiastiques, les évêques étaient sur terrain, particulièrement en Ituri. 15 députés non originaires effectueront une mission d'un mois sur le terrain pour notamment identifier les groupes armés terroristes étrangers et locaux et leurs commanditaires. Ces députés vont également inventorier tous les moyens mis à leur disposition des services de sécurité et de défense pour mener la lutte contre ces groupes armés. La prospérité renchérit que la commission spéciale va mener une mission sécuritaire dans 8 provinces. C'est un bon départ pour la République démocratique du Congo qui ne ménage aucun effort pour le rétablissement effectif de la paix dans la partie orientale du pays. En effet, 8 provinces sont concernées par cette enquête, parmi lesquelles l'on peut citer les provinces de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Haut-Katanga, le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé et le Haut-Lomami. Déjà, dans la prise de parole, le speaker de la Chambre basse du Parlement a dénoncé certains lobbies nationaux et internationaux, pour qui l'exploitation des richesses du pays est une question de vie ou de mort. Mbosso interpelle le commanditaire Note l'avenir. Lors de la plénière de ce mercredi 7 avril 2021, le président de l'Assemblée nationale a exprimé son ras-le-bol contre l'insécurité récurrente qui sévit depuis 30 ans dans la partie est de la RDC.
Je cite, « Le peuple congolais, spécialement nos frères et sœurs de l'Est, les ont accueillis et les ont offert des terres. Aujourd'hui, ces groupes armés étrangers sont devenus des ennemis du peuple congolais. » Pour Christophe Mbosso, il est temps que la communauté internationale qui a encouragé l'entrée des ADF et des Interamwe FDLR en RDC et de tous les groupes armés étrangers prenne aussi conscience. Fin des citations. Terminé. Au revoir et bonne soirée chez vous. Voilà qui met un terme à cette édition, mais avant de nous quitter, suivons d'abord ce rappel de titre. La FIFA s'est engagée à appuyer la République démocratique du Congo dans l'organisation des tournois interscolaires. Les 2 meilleures équipes masculines et féminines participeront au tournoi interscolaire africain en février 2022. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Qu'il plaise au Seigneur pour que nous nous retrouvions demain encore à la même heure.